Hi people, bienvenue sur Invulnérable, le podcast qui interroge des trajectoires inspirantes en explorant les différents visages de la vulnérabilité dans la vie d'adulte. Aujourd'hui, on est avec Théo Caccac, fondateur de Lubia. Bonjour Théo. Bonjour. Lubia, c'est une entreprise qui produit des distributeurs de protection hygiénique. On va parler d'engagement, d'entrepreneuriat, de doute et de comment un étudiant peut transformer un simple inconfort quotidien en une solution concrète pour des milliers de personnes. Bonjour Théo, je suis heureuse de t'accueillir dans ce premier épisode d'Invulnérable. Ma première question, pour toi, c'est comment naît cette idée? C'est une sacrée histoire, mais déjà merci pour l'invitation, j'en profite grâce. Il faut savoir que du coup, en fait, l'histoire originale est partie il y a bientôt 4 ans. Waouh, ça me vieillit tout ça. Mais en fait, c'était un moment où j'étais au lycée. Je me retrouve en vacances avec du coup ma copine de l'époque à ce moment-là. Mhm. Et on se retrouve aller à la piscine. Ok. Et en fait, à ce moment-là, elle avait ses règles, donc tout naturellement, elle a mis un tampon. Mhm. Et en fait, elle m'a donné l'applicateur pour que j'aille le jeter à la poubelle, parce que justement, j'ai pas trouvé de poubelle. Du coup, je me retrouve à me le mettre dans la poche. Et la semaine après, quand je retourne en cours, je le ressors et je me dis, mais mince, ça aurait été pratique de pouvoir le jeter directement dans les toilettes. Et en fait, à ce moment-là, on me propose de participer à un appel à projet entrepreneurial pour les terminales, Ok. auquel je participe en pitchant à ce moment-là l'idée d'un applicateur à tampon hydrosoluble, et on finit troisième lauréat national. Ah ouais, Et en fait, en c'est terminale? en terminale. Ok. Et du coup, à ce moment-là, je me suis dit, bah, j'ai envie de construire mon cursus scolaire supérieur en fonction de ça. Ok. Et dans ces directions, donc j'ai commencé après par développer du coup des applicateurs hydrosolubles. Et après, pour des raisons dont on parlera, on a pivoté vers aujourd'hui ce qu'on fait, qui est de la mise à disposition de protection périodique en entreprise, établissements scolaires et organismes publics. Super, c'est super intéressant et super. Enfin, j'avais jamais entendu cette partie de ton histoire. Et en terminale, c'est super tôt et ça me donne encore plus de questions à te poser. Et Génial. Lubia, c'est une idée assez forte, mais c'est aussi un sacré pari. Et l'épisode, il s'intitule Rendre l'intimité féminine saine et écologique parce que c'est la mission de ton entreprise. Mhm. Et j'aimerais beaucoup, dans un premier temps, parler de ça parce que ton idée de départ, elle était déjà très bonne Ouais. et tu aurais pu laisser ton projet tel quel et t'associer avec des grandes marques de distribution Mhm. de protection hygiénique et faire un bénéfice sur la distribution. Mais pourquoi avoir choisi de toi-même construire le produit jusqu'à la finition du produit? En vrai, on va être honnête, c'est une dinguerie ce qui se passe aujourd'hui dans le monde des protections juridiques parce que, à titre d'information, il n'existe aucune réglementation régissant la composition, utilisation et fabrication des protections juridiques. Mhm. Ce qui, du coup, en fait, a amené certains industriels à utiliser du plastique, des produits chimiques qui peuvent engendrer ou faciliter le syndrome de choc toxique, des Mhm. gènes, des inflammations, et donc, en fait, pouvoir avoir des problématiques de santé et un impact écologique qui est plus fort. Mhm. Et du coup, en fait, on s'est dit, sinon on attend que les autres innovent sur le sujet. Il faut savoir que on a découvert en fait un brevet sur des applicateurs à tampons hydrosolubles possédés par Procter Gamble depuis 98, Ah ouais, qui n'a jamais été utilisé. ok. Et donc, je ne suis pas complotiste, mais je me dis qu'ils n'ont pas forcément le plus d'appétence à vouloir améliorer le sujet, Mhm. à partir du moment où ils vendent en fait. Parce que Mhm. du coup, il y a personne qui fait élever le niveau de jeu. Et du coup, on s'est dit, mais si nous, on leur force à améliorer les protections périodiques traditionnelles, ils vont être obligés de se mettre au niveau ou de nous tuer en fait. Donc d'une manière ou d'une autre, ça fera bouger les choses. Donc c'est vraiment ce côté où tu voulais toi être acteur aussi Ouais. du En fait, changement. j'en avais marre d'être un peu spectateur de ce qui se passait autour. Ouais. Et pour moi, le meilleur moyen d'agir, c'était par la création d'une entreprise. Mhm. Parce que je me suis dit, si je fais une asso, bah, je vais devoir dépendre de l'argent des autres, et eux qui Mhm. nous en donnent pas. Et on le voit dans le Mhm. contexte actuel, être une association en 2025, je pense que c'est très très compliqué. Et donc je me suis dit, bah, le seul moyen, c'est d'être autofinancé par nous-mêmes Ok, pour dépendre de personne d'autre que nous-mêmes en fait. Et du coup, ok, devoir rendre des comptes à personne d'autre que nous-mêmes et de prendre les risques qu'on peut prendre. ok. On reviendra sur la question des Mhm. financements après. Surtout que D'accord, du bonne coup, question. Non, mais je sais qu'on est très franco-français et qu'on est en France et que c'est des questions qui souvent fâchent, mais je pense que c'est des questions essentielles, surtout qu'on est à l'initiative de certaines choses et qu'on est jeune. Et voilà, des fois, on a envie de se lancer dans quelque chose et on se dit, mais j'ai pas les moyens. Ouais, Et j'aimerais beaucoup qu'on parle de ça aussi avec toi plus tard. avec plaisir. Et j'ai une question pour toi Mhm. en ce qui concerne la conception du projet. Mhm. Donc t'étais pas tout seul quand quand t'as eu le prix en terminale. En terminale, si j'étais tout Tout seul à ce seul? moment-là. Si,
À ce moment-là, j'étais tout seul. Et il y a encore les vidéos sur YouTube de moi en train de pitcher. Ah ouais? Ouais, si vous regardez bien, vous tapez Vulva, c'est V-U-L-V-A. Vous tapez applicateur hydrosoluble, vous tomberez sur une vidéo de pitch de moi en terminale de 6 minutes qui est à regarder en fait a posteriori. Me fait très très bizarre quoi, parce que c'était vraiment le premier pitch de ma vie devant des gens. Ah ouais, Et en j'étais terminale. en terminale, c'est ça. Ouais. Et c'était mais fabuleux. Et à ce moment-là, j'étais tout seul. Enfin, le jour J, il y avait mes parents dans la salle que j'embrasse très fort. Mais ouais, à ce moment-là, j'étais tout seul sur le projet. Tout seul sur le projet et du coup, tu t'es associé à d'autres personnes ensuite? Ensuite, ouais, c'est ça. Ensuite, bah, forcément, moi, j'ai plutôt une compétence commerciale, marketing. Je sais Mm. bien vendre le projet, le porter. Mm. Mais sur toute la partie conceptualisation de l'applicateur, là, j'avais besoin de compétences que j'avais pas. Mm. Et donc, en fait, à ce moment-là, j'ai commencé à travailler avec mon frère qui est ingénieur. Ok. Et qui, du coup, en fait, on a commencé à travailler sur des applicateurs, du coup, qu'on pouvait fabriquer en imprimante 3D Mhm. pour les premiers tests, histoire qu'on puisse le conceptualiser, le tester, vérifier que l'applicateur est bien hydrosoluble, pour ensuite potentiellement en fait l'industrialiser. Et du coup, à ce moment-là, j'ai été aidé par mon frère sans m'associer. Et en fait, après, j'ai surtout eu énormément de compétences grâce à tous les organismes en fait qui gravitent autour de l'entrepreneuriat étudiant. Parce que du coup, on a le prix, on est troisième lauréat national, c'est super. Mais qu'est-ce qu'on va faire de plus? Et en fait, quand je rentre en études supérieures à l'Université catholique de Lille, j'en profite pour rentrer dans l'incubateur de la Cato qui s'appelait à l'époque Hémisphère, Ok. qui a malheureusement fermé aujourd'hui. Et en plus, derrière, je rentre aussi chez Pépite à cette occasion. Et du coup, là, je commence à juste découvrir tout l'univers entrepreneurial, comment on crée une entreprise, comment on la gère, comment on la budgétise, comment on la finance, comment on gère des RH, comment on fait des recrutements, du marketing, enfin tous les éléments qui m'ont derrière ensuite aidé à créer vraiment Loubia tel qu'on le connaît aujourd'hui, quoi. Mm. Mais donc j'ai eu cette association de compétences et ma vraie association, du coup, avec Antoine, qui est du coup aujourd'hui à plein temps avec nous, elle est arrivée qu'en septembre 2024. Ok. Donc beaucoup plus tard, sachant que nous on le créé depuis juillet 2023 et que je bosse dessus. Enfin, l'idée, je l'ai eue en décembre 2021. Ouais. Donc ça a été progressif et Ouais. ça n'a pas dû être facile, j'imagine, au début quand tu es tout seul. Est-ce que tu as plus ressenti ça comme quelque chose qui t'a motivé et tu t'es dit je compte que sur moi-même, ou au contraire c'est quelque chose qui t'a demandé énormément d'efforts et d'énergie, et comment t'as géré ça? Et ben en fait, je me suis assez vite entouré. C'est-à-dire que même si au tout début, au moment où j'ai l'idée, je suis tout seul, il y a assez rapidement des gens qui vont graviter autour. Parce que déjà, même en fait, avant que Loubia soit créé, au moment où je travaillais juste sur le lancement du coup d'applicateur à tampons, Mhm. j'ai été aidé par deux stagiaires à ce moment-là qui s'appelaient Adèle et Sarah, Mhm. qui m'ont aidé justement à gérer plein d'éléments que j'avais pas. Si on prend en compte toutes les compétences que j'ai eues à travers Pépite, à travers Enactus aussi qui m'accompagnait à ce moment-là, à travers l'incubateur, à travers tout ce que je pouvais trouver, en fait, j'ai jamais été tout seul. Et en fait, on a souvent cette image du self-made man, entrepreneur, tout seul, parce que c'est celui qui est devant. Mais derrière, il y a un nombre de personnes qui travaillent, et jamais de ma vie, je pourrais dire que j'ai réussi tout seul, parce que c'est faux. Mhm. Aujourd'hui, si Oublia fonctionne, il y a un nombre de personnes qui travaillent derrière qu'il faut remercier, parce qu'ils font un travail de l'ombre, et qui est vraiment essentiel, quoi. Ouais. Moi, je suis la partie émergée de l'iceberg, mais Dieu sait qu'il y a un nombre de personnes dessous qui ont fait un travail de fou. Et je remercierai toujours. C'est dingue parce que c'est vrai que c'est ce qui nous est reflété un peu quand on est étranger à ce monde. On a l'impression que l'entrepreneur, il est tout seul, il dort pas la nuit. Ça, c'est peut-être vrai aussi. Ah, ça, c'est pas totalement faux. Si on voit les cernes que j'ai en juillet, il y a peut-être des nuits blanches qui ont été faites. Beaucoup de stress aussi, mais ça fait partie du métier. Je l'ai choisi. Je savais que ça allait faire partie de. Donc il y a quand même trajet. de ça. Il y a quand même de ça, mais c'est aussi beaucoup de. Enfin, tu dors pas beaucoup la nuit, mais il y a d'autres personnes qui, comme toi, ne dorment pas et qui t'aident aussi. Ouais, c'est ça. C'est toujours le côté de partager la charge. Et ce qui est intéressant quand on a un associé, c'est qu'en fait, on est deux à pas dormir la nuit, donc au pire, on peut discuter ensemble. Et on partage surtout les stress et toutes les potentielles erreurs qu'on fait, donc c'est beaucoup plus facile mentalement. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où c'est plus compliqué, mais ça fait partie du jeu, les moments où on doit payer des salaires et qu'il y a des factures qui sont impayées et que du coup on ne peut pas les payer. Il y a plein de situations qui vont être compliquées au quotidien et où en fait souvent le truc c'est que les responsabilités en fait c'est nous qui les avons. Du coup, in fine, les problèmes en fait c'est nous qui devons les affronter. Si on les affronte pas, ils nous retombent dessus une semaine après, ils sont encore plus durs. Tu as l'air d'avoir de l'expérience sur ça. ça. Oui. Est-ce que tu as un exemple pour nous? Je suis pas quelqu'un de très très organisé, donc là on a une belle croissance et on a de plus en plus de clients livrés. Et donc en fait ça nous arrive des fois un client qu'on vient oublier parce qu'on a oublié de valider le devis, donc il apparaît pas dans le CRM. Donc au final j'oublie de lancer la commande qui va avec et du coup en fait on lance pas l'impression des distributeurs, du coup on lance pas derrière la préparation de la commande. Donc il y a 2 semaines qui sont pas livrées pour notre client et notre client se demande où est-ce que c'est, du coup ça nous retombe dessus. Donc si on n'a pas tout qui est au propre, on reprend
comprend ça. Et après, il y a d'autres choses. Si on ne voit pas les factures à temps, on n'est pas payé à temps. Si on n'est pas payé à temps, en prenant en compte qu'il y a tout le temps des retards de paiement client, on n'est pas payé à temps, on ne peut pas payer nos fournisseurs à temps. Si on ne paye pas nos fournisseurs à temps, ils peuvent s'en plaindre à la justice, et auquel cas, on fait faillite. Donc en fait, et Ouais. pareil, si on ne paye pas aujourd'hui nos collaborateurs, et des fois ça nous est arrivé, je vais pas mentir, des fois on paye un peu en retard, mais Ouais. c'est toujours de payer le plus tôt possible. Mm. On n'est pas obligé tout le temps de payer en fait à la même date pour les salaires, il faut juste que ce soit dans la même période, donc soit dans les 15 premiers jours, soit dans les 15 derniers, et que ce soit Ok. tout le temps stable. Mais pareil, en fait, si on ne les paye pas, eux, ils ont besoin de payer potentiellement leur famille, ils ont besoin de payer d'autres choses, donc il y a des responsabilités qui vont avec. Mm. Mais ça fait partie du métier, et donc on a des obligations. Donc moi, je fais un gros travail sur la partie organisation. Et aujourd'hui, là, on arrive à un système où tous nos clients sont bien livrés en temps et en heure, c'est rodé, ça retombe bien. Ouais. Mais ouais, il y a plein de moments où en fait, les problèmes, on les affronte tout seul. Par exemple, là, aujourd'hui même, on a un client, il nous appelle, il nous dit, c'est simple, j'ai reçu tous les tampons, mais j'ai pas reçu les serviettes. Et moi, donc, cet après-midi, je me retrouve à l'atelier, je recheck, je dis, en fait, c'est pas possible, les serviettes, elles ont été expédiées. Mm. Et donc, et en fait, là, on va devoir trouver où est-ce qu'elles sont passées, en fait. Il est où l'atelier? Alors, on en a plusieurs. On a l'atelier à Lille, qui est l'IDD ex Tech Shop, où on fabrique les designs de nos distributeurs avec Gauthier U, qui fait un travail fabuleux, et on travaille aussi sur des distributeurs en bois, sur des distributeurs comme celui-là, que du coup, Ouais. on fabrique directement à Lille. Et celui-là, Celui-là, du coup, on le on le trouve fabrique à déjà Nantes, partout. en métal, c'est ça. Voilà. Il y en a un peu plus de 400 à travers la France aujourd'hui. Mm. Sachant que du coup, le design visuel, là, on le fait à Lille, mais par contre, tout ce qui est la matière derrière le métal, tout ça, c'est fabriqué à Nantes, directement chez un de nos fournisseurs. Mais ça reste local, on reste en France, Mais c'est... c'est ça, on essaie de produire et on peut intégralement le recycler en fait derrière. Mm. C'est ça qui est cool. Mais du coup, on le produit là. Et ensuite, quand je parle de l'atelier, c'est parce qu'on travaille avec un centre de détention. Et en fait, c'est des personnes en réinsertion professionnelle qui Ok. viennent stocker, préparer nos commandes et les expédier. Et donc tout ça se passe au centre de détention de Bapaume. Et donc tu te doutes bien que si moi j'oublie de valider un devis entre le moment où on doit le faire imprimer à Lille, expédier, réceptionner du coup à Bapaume, préparer la commande, réexpédier, tout ça, ça fait beaucoup d'étapes. Et Ouais. donc si on n'est pas organisé, les problèmes en fait, on les accumule. Ouais. Et c'est vraiment ça, c'est qu'un problème, il y a personne qui va le résoudre pour nous. Et si à la fin de la journée, il y a des clients auxquels on n'a pas répondu, en fait, soit on y répond demain, soit on perd des clients et du coup la boîte fait faillite. Donc en fait, tous les problèmes, on doit les résoudre. Et c'est pour ça qu'en fait, notre journée se termine jamais vraiment et que du coup, il y a des entrepreneurs qui dorment mal parce que du coup, on est amené en fait à finir tard des moments où il y a des besoins, quoi. Il y a des jours où on va finir plus tôt parce qu'on a la possibilité, mais il y a des journées, moi, ça m'est déjà arrivé de finir à 2h, 3h du matin. Faut être minutieux tous Mais les ça jours. dépend des phases. C'est pas tous les jours non plus. On Mm. va pas être dans le mythe de l'entrepreneur qui finit à 2-3 heures du matin. Peut-être qu'on aurait plus de succès si on finissait toujours à 2-3 heures du matin. Mais Peut-être une vie moins longue. peut-être une vie moins longue. Peut-être que je serais encore plus fatigué, que mes seins seraient plus grandes. Mais ouais, il y a des challenges au quotidien. Il y a des moments où il y a ce besoin de travailler plus et des moments où on peut aussi plus facilement être tranquille. Mais voilà, ça fait partie du métier et j'étais au courant avant de commencer, donc je l'accepte et je peux pas m'en plaindre aujourd'hui de ça. C'est peut-être finalement aussi ce qui te plaît dans, dans cette mission et dans ce rôle, de toujours être face à de nouvelles choses et toujours avoir une marge de progression et toujours apprendre, j'imagine aussi. Le côté marge de progression, moi je sais que c'est un des gros drivers, c'est-à-dire que j'aime pas me voir stagner. Mm. Et quand je me vois stagner, en général, je me sens pas très bien dans ma tête non plus. Donc j'ai vraiment besoin d'avoir ce sentiment de progresser et c'est vrai que quand on commence, c'est important parce qu'on voit beaucoup son projet évoluer. Mm. Et du coup, on peut driver beaucoup de confiance aussi du fait que le projet il avance. Sauf que du coup, en fait, à un certain timing, aujourd'hui, on en est au moment où on fait des chiffres d'affaires, donc il y a des mois où on fait des bons mois, et des mois où on fait des mauvais mois. Et en fait, si on drive notre confiance en nous sur le nombre de chiffres d'affaires qu'on va faire en fait à la fin du mois, on a un moral qui est explosé. Et du coup, là, c'est le truc dur, c'est qu'en ce moment, moi, je suis en train d'essayer de converger vers pas des objectifs de chiffre d'affaires, mais des objectifs de, en fait, si j'ai fini toutes mes tâches de la journée, que tout est bouclé, que tous mes clients sont satisfaits, et que j'ai mis tous les éléments en place pour aller chercher le chiffre d'affaires et que en soi je pourrais pas faire plus, je dois quand même être fier de ma journée et pas me dire putain on n'a pas fait le chiffre d'affaires ce mois-ci. Il y a des raisons, il faut travailler dessus, faut pas oublier ça, mais de quand même me dire ouais j'ai quand même fait une bonne journée, on peut être fier de ça parce que j'ai mis tous les éléments en place pour réussir. Ouais. Et donc plus se concentrer sur le chemin et la qualité du chemin plutôt que l'objectif, parce que l'objectif on n'a pas de maîtrise dessus. Si nos clients ils oublient de signer le devis, s'ils ont oublié de nous le mettre en pièce jointe, il y a des trucs des fois c'est assez liant. Et du coup, ça c'est pas de notre driver et c'est pas de notre ressort surtout. Et du coup, on doit pas s'énerver contre ça ou se remettre en question pour ça. Plein d'autres choses sur lesquelles on doit se remettre en question. Mais en tout cas, le chiffre d'affaires à la fin du mois, on doit se remettre en question dessus sans driver notre confiance en soi en fait de la hauteur à laquelle il est. Donc ta confiance en toi, par rapport à Loubia, elle se construit vraiment sur la façon dont tu vas concevoir les choses et
la façon dont tu vas alimenter ton travail et ta journée, etc. Si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça, en fait. Bah là, je sais qu'aujourd'hui, j'avais une grosse journée. Ouais. Et je me suis dit, ce matin, en fait, faut que je boucle tout ça. Et si ça, c'est bouclé, ce sera une bonne journée. Je pourrais juste être fier de moi parce qu'en vrai, j'aurais tout donné, quoi. Mm. Mais c'est vrai quoi, il y avait une certaine période où, en fait, bah, mon moral, il dépendait de notre chiffre d'affaires. Et du coup, c'est très compliqué aussi à vivre. Mm. Surtout qu'en parallèle, j'étais étudiant. C'était Mm. pendant ma période de partiel. Donc, Mm. période très, très compliquée. Mais ouais, aujourd'hui, je commence à essayer de m'en détacher. Et c'est pas facile non plus, parce que de toute façon, ça s'apprend. Mais ça vient avec le temps. Et de toute façon, on n'a plus trop le choix, quoi. D'accord. Et là, on a eu pas mal d'éléments et Mm. j'ai encore pas mal de questions en Mais stock. pose toutes tes questions avec plaisir. Je suis là Et pour répondre à tout. bah, justement, plutôt en parler de financement et je vais y Mhm. arriver. En termes d'investissement financier, est-ce que ça a été difficile de lancer le projet? Tu as choisi de ne pas te mettre en association, Mhm. ce qui, personnellement, moi, dans ma tête, quand j'aurais pensé enfin, si j'avais pensé à l'IA, Mhm. je n'y ai pas pensé. Mais si j'y avais pensé, je pense que je me serais lancée dans une idée d'être une association plutôt par instinct en me disant ah oui, c'est quelque chose d'assez social, je peux peut-être avoir un coup de pouce quelque part et lancer ça comme ça. Pourquoi tu as choisi le statut d'entrepreneur? Et tout à l'heure, tu en parlais un peu en parlant Ouais. du fait que bah, c'était mieux pour dépendre de personnes, etc. Mais comment t'es parvenu en fait à avoir des financements? Est-ce que tu as Mm. dû vraiment puiser toi-même de ton côté? Enfin, je veux savoir comment Ouais. ça a été financé au début. Et ben la première étape, si on prend en compte la différence entre une association et une entreprise, l'association, elle va passer son temps à aller chercher de l'argent. Ouais. Parce que du coup, elle va être vraiment très très sociale et donc elle fait aucune rentabilité. C'est pas Mhm. son objectif, c'est pas sa mission. Elle va remplir sa mission en tant qu'objet social. Elle va faire que ça, mais du coup, elle est obligée tout le temps de dépendre d'autres. C'est le cas bah, des Restos du Cœur. Tous les ans, ils ont besoin de refaire des arts et leur impact, il est génial. Mais le truc, c'est que c'est compliqué d'être périn à long terme, surtout aujourd'hui. Mhm. Et moi, je parle beaucoup avec des associations comme Enactus, Live for Good, qui nous ont accompagnés en tant qu'entrepreneurs, qui aujourd'hui nous disent, bah, en fait, les taxes d'apprentissage, tous les éléments, tout a été réduit. L'État donne, je crois, 50% de moins que l'année dernière. Donc tout est cut, et au point où les assos, en fait, elles galèrent. Mhm. Et c'est vraiment hyper dur. Et je me suis dit, en fait, si, bah aujourd'hui, c'est l'argent, on est dans un monde capitaliste, donc c'est l'argent qui Mhm. drive le monde. Si on n'a pas les moyens de nos ambitions et qu'on dépend des autres pour y arriver, bah, en fait, je serai toujours spectateur en fait de ce qui se passe autour, donc Mhm. j'aurai pas la maîtrise. Et donc en fait, si je me dis que nous, on drive d'abord économiquement et qu'après, grâce à notre rentabilité, en fait, on réussit à avoir l'impact qu'on veut, Mhm. là, on peut vraiment changer les choses. Parce qu'en fait, vu que pour l'instant, l'argent drive le monde, il faut qu'on joue avec les codes du monde actuel pour essayer d'améliorer les choses. Mais par contre, ça ne nous empêche pas d'avoir un bel impact. Ah, ça c'est clair. Parce que du coup, derrière, on travaille avec des personnes en réinsertion professionnelle. Ça permet d'améliorer notre logistique, d'accélérer nos temps de fabrication. J'ai plus besoin de le faire parce qu'avant, je le faisais à la mano dans un local de stockage à Lille. Et en plus, ça permet derrière de le faire valoriser pour nos clients en termes de RSE. Donc, ça permet aussi de signer plus de clients. Au final, on se retrouve à faire travailler les personnes en réinsertion professionnelle. On gagne du temps et ça nous augmente notre chiffre d'affaires. Donc, on a un impact et qui est social et qui est avéré. Et en plus, à côté de ça, on fait plus de chiffre d'affaires et on est rentable. Mhm. Donc, au final, en fait, c'est juste un peu repenser la manière dans laquelle on travaille, on fait notre industrie, pour revaloriser toute notre chaîne de production, essayer d'améliorer, sans changer fondamentalement notre système, tous les éléments. Par exemple, là, on est en train de travailler avec des cartons réutilisables pour qu'en fait, toutes nos expéditions puissent avoir un impact carbone plus faible. Mhm. Et donc, intrinsèquement, ça change pas notre manière de travailler, parce que du coup, on envoie toujours bah, du coup, dans des cartons réutilisables, mais par contre, ça réduit la fabrication de cartons, on les récupère derrière. Donc en fait, c'est beaucoup d'économies qui peuvent être mises en place sans que ça change notre fonctionnement. Et ça, c'est toutes les petites améliorations qu'on peut faire qui peuvent améliorer les choses sans changer le fonctionnement. Et ça, c'est une conception qui est très très personnelle. C'est que je me dis, j'ai foi dans l'humain, mais j'ai pas foi dans sa capacité à changer contre sa volonté. Et donc, quand j'ai vu, C'est-à-dire. bah, quand je vois toutes les politiques écologiques, on voit qu'aujourd'hui, en termes de politique, bah, on revient sur beaucoup d'éléments. Je pense à la loi Duplomb, très récente, en fait. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui, bah, même ne serait-ce que tri, en fait, les gens bah, peuvent des fois pas forcément super bien trier, et le tri, c'est hyper compliqué. Mhm. Donc, en fait, si les gens doivent changer, j'ai peur qu'ils le feront pas assez tôt. Mais c'est une conviction qui est 100% personnelle. Donc, j'ai une vision des choses où je me dis, mais en fait, si les gens, on ne leur demande pas de changer, et qu'au final, on améliore juste tous les produits qu'ils utilisent. Mhm. C'est-à-dire qu'on leur fait des protections UVA qui sont avec un impact positif, et que tous les éléments qu'ils ont au quotidien sont un impact meilleur. Ils changent pas leur manière de fonctionner, ils continuent d'acheter, et on a vraiment l'impact qu'on veut avoir. Et donc moi, j'ai plus envie d'être ces personnes de l'ombre qui juste améliorent vraiment les choses, et que les gens n'aient pas besoin de changer leur manière d'être, parce que je pense que les gens bah, ont du mal aussi à changer le fonctionnement. Donc ça prend énormément de temps. Et c'est pas grave, moi je les juge pas pour ça. Par contre, je me dis, bon,
faut quand même qu'on agisse au quotidien et du coup, paf, on améliore les choses et on leur propose et comme ça après ils peuvent faire leur propre choix. C'est super, mais c'est surtout contre-intuitif parce qu'aujourd'hui, quand on pense à l'entrepreneuriat, c'est pas du tout à ça qu'on pense. Est-ce que tu te considères comme un entrepreneur social? Ou alors J'ai du tu mal à rivalise? à m'accorder un titre ou une étiquette. Si les Mmh. gens considèrent que je suis un entrepreneur social, je suis d'accord avec eux. S'il y en a qui pensent que je le suis pas, je suis aussi d'accord avec eux. J'ai pas spécialement d'étiquette. Je me considère comme entrepreneur avec un impact positif. Mais en Mmh. vrai, je pense que c'est pas à moi de me le dire moi-même. Je me considère entrepreneur. Je me considère entrepreneur à impact positif. Et après, entrepreneur social, peut-être. Mais je laisse les gens décider. Dites-nous, envoyez-moi des messages sur Instagram, sur LinkedIn. Moi, bah, t'es entrepreneur social et j'accepterai de l'être. Est-ce que ça t'a est-ce qu'on t'a déjà dit, enfin, j'ai 2 questions en même temps, moi aussi Vas-y. je ouf! Mais est-ce que ça t'a pris du temps avant de te dire: «Je suis entrepreneur»? Est-ce qu'au début, c'était difficile de te le dire à toi-même et d'en parler autour de toi? Bah, j'ai l'impression qu'il y a une question sous-jacente autour de la légitimité. Ouais. Et sur la légitimité, je pense qu'il y a toujours une période où on se sent pas légitime. Mmh. Mais c'est obligatoire, surtout en fait, parce qu'aujourd'hui, tu as tout ce côté, les wannabe entrepreneurs, où il y a un peu le stéréotype de l'entrepreneur LinkedIn, qui fait des posts LinkedIn mais qui ne crée pas vraiment. Et du coup, il y a toujours ce côté un peu au début où on se dit, bon, en fait, on n'a rien fait, on travaille sur un projet, on travaille souvent en fait pendant longtemps en sous-marin, et on Mmh. dit à tout le monde qu'on travaille sur un truc, mais au final, il Ouais. n'y a rien de concret en fait. Mmh. Donc ils se disent, mais en fait, tu fous quoi? Ouais. Et donc au début, on se sent pas légitime. Et c'est normal. Surtout parce que du coup, bah, je me retrouve quand même être un mec de 18 ans qui veut travailler dans les protections C'est périodiques clair. et j'y connaissais rien. C'est clair, à 18 ans, un jeune homme de 18 ans qui va travailler sur les protections hygiéniques, tu te sentais crédible? Non, j'étais un clown avec le nez rouge et les bottes, hein. Vraiment, j'étais le clown McDonald's. Vraiment, j'étais tout sauf crédible. Mais ça se travaille et ça se travaille avec les personnes qui sont légitimes. Mmh. Donc moi, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer des sages-femmes, des gynécologues, rencontrer des usines de fabrication de protection périodique. Mmh. J'ai lu des études, celles de l'ANSES, j'ai lu des livres. Et en fait, à la fin, on se dit, bah, putain, c'est con, mais aujourd'hui, je me retrouve des fois à en discuter avec des personnes. C'est assez particulier, mais beaucoup de gens, quand ils savent ce que je fais, me parlent de leurs règles. Et on en parle, je dis, mais je leur apprends, j'arrive à leur apprendre des choses. Donc en Mmh. fait, au final, j'ai un peu retourné la situation et réussi à... Bah aussi parce que c'est compliqué. Moi, on m'a déjà fait le reproche en tout début. On m'a dit, Théo, For tu good, as... j'ai vu. Non, c'était pas les For Good là, Ah, ok. c'était une autre entrepreneuse, mais j'ai un respect de fou pour elle aujourd'hui. Ça fait partie des gens que je respecte le plus sur Terre et qui est un peu une forme de mentor aussi pour moi. Mais qui m'avait dit ça à l'époque, que je connaissais pas encore très très bien. Elle m'a dit, Théo, tu me donnes l'impression d'être un mec qui veut se faire de l'argent sur le dos des femmes. Donc un gros bisou à elle. Je sais pas si elle se reconnaîtra, mais en tout cas voilà. Mais du coup, en fait, j'avais complètement raté mon pitch ce jour-là. Et après, j'ai du coup justement retravaillé sur la posture, sur la manière de discuter du sujet, Mmh. parce que j'avais pas renvoyé l'image que je voulais renvoyer. Et donc après, j'ai travaillé le sujet comme si j'étais un étudiant. C'est ok, bah les protections périodiques, qu'est-ce qui existe? Comment ça fonctionne? Mmh. Pourquoi elles utilisent ça? Pourquoi? Et je me suis juste posé des questions au fur et à mesure pour en apprendre. Et je continue d'en apprendre aujourd'hui. Parce qu'il y a un nombre de trucs à savoir. Déjà, le fait que toutes les personnes menstruées vont avoir des flux différents entre celles qui vont avoir de l'endométriose, le SOPK, tous les systèmes, des flux élevés, des flux plus faibles, le moment où elles sont dans la vie, est-ce qu'elles ont été enceintes, est-ce qu'elles le sont pas, enfin Mmh. il y a un nombre de flux aussi élevé qu'il y a un nombre de personnes. Mmh. Et donc j'en apprendrai tout le temps. Ouais. Et je suis d'accord avec ça. Mais du coup j'ai dû travailler sur ça pour pas donner cette image au début. Et après je me suis senti légitime parce que du coup maintenant, bah, en fait, surtout, je me sens légitime parce que les chiffres parlent pour moi plus que moi-même. C'est-à-dire que même si je me sens pas légitime ou pas, bah, aujourd'hui, on a aidé 60 000 personnes sur toute la France. On a mis à disposition 300 000 protections périodiques. Et ça, bah, c'est factuel, quoi. Vous êtes dans combien de villes? Aujourd'hui, on a 400 distributeurs installés. 400 distributeurs installés. Ouais. Félicitations. Merci beaucoup. Mais non, on est dans un nombre de lieux aujourd'hui, je ne me serais pas imaginé. Bah, l'Université de Lille, par exemple, Mmh. dans la plupart des campus, je sais pas si tu les as vus. Je les ai vus. Ils sont tout récents, ils sont de 2025. Mais ouais, on a l'Université de Lille, l'Université catholique de Lille. Alors, j'adore cette phrase, elle est pour moi. On est aujourd'hui dans 15% du parc nucléaire français. J'adore cette phrase. Parce que du coup, on est dans 3 centrales nucléaires. Ah On ouais, est dans des gares pour la SNCF, on est à la Caisse d'épargne, la Banque Postale, on est sur toute la Fédération de rugby de Nouvelle-Aquitaine, donc tous les clubs de rugby en Nouvelle-Aquitaine, il y en a super. 90. Toutes les joueuses ont accès à des distributeurs de protection périodique dans leur club. Donc on commence à être dans plein de lieux. On a fait une carte de France qui est assez fou et à chaque fois là, je suis en mode, putain, on bosse pas mal en fait, Ouais. on fait des bonnes choses. Et c'est quel Donc sentiment du coup oh, c'est de la fierté en vrai. mmh. En vrai, c'est de la fierté parce que je me dis,
je serais pas venu au monde, parce que moi j'ai aussi cette envie personnelle de rentabiliser ma vie sur Terre. Mhm. C'est-à-dire que j'ai envie de globalement apporter plus que ce que j'écoutais. Et je me dis, putain, en vrai, mec, ce serait pas né. Il y a 60 000 personnes au minimum qui auraient une vie différente. Mhm. Et sachant qu'on a mis à disposition 300 000 protections périodiques, c'est peut-être même plus de personnes qui ont pu en bénéficier. Et je me dis, ouais, j'ai modifié. Ah, les gens ne le doutent pas. Il n'y a pas ma tête sur les distributeurs, donc ils pensent pas à moi quand j'utilise une Ouais. protection périodique. Mais je me dis, j'ai changé à ma manière le cours de la vie de 60 000 personnes au minimum. Mhm. Et puis je me dis, putain, wow, tu peux te lever le matin, J'ai fait quelque chose de ouais, bien. t'auras fait Je fais quelque chose taper tous aujourd'hui. les jours. C'est ça. Pas besoin d'en faire Donc, plus. donc au final, c'est pas si mal. Donc ouais, sentiment de fierté en vrai, en premier lieu. C'est super. Et c'est ces entreprises-là qui t'ont approché ou c'est toi qui les as approchées? Il y a des deux. Il y a des Les deux. deux? Je vais pas mentir, on est arrivé sur un marché où la demande existait aussi déjà. On a des concurrents qui font Mhm. super bien leur travail et qui ont beaucoup évangélisé le marché avant qu'on arrive. Et du coup, on est arrivé avec déjà de l'attraction. Donc, paradoxalement, les centrales nucléaires, c'est elles qui nous ont contactés pour la première. Et Ah après, on oui. en a signé, on s'est dit, bon, bah, on va appeler les autres, Ouais. tant qu'à faire. Mhm. Et donc là, on a eu l'opportunité d'aller ailleurs. Et là, on signe de plus en plus de clients maintenant parce qu'on va les chercher. Depuis que je me suis associé avec Antoine, il fait un super travail pour aller chercher des clients. Ok. Et avant, en fait, vu que j'étais étudiant, j'avais beaucoup mis en place du Google Ads et donc on avait beaucoup de clients qui venaient vers nous assez facilement. Mhm. Et ouais, l'année dernière, on fait 75 000 euros à peu près juste grâce à Google Ads Ah parce ouais. qu'on a drivé énormément de croissance grâce à ça. La Fédération de Nouvelle-Aquitaine, c'est aussi grâce à ça. Mhm. Et ça nous a permis au début de bien se placer sur Internet pour que les gens en fait nous appellent alors qu'on était mais pas légitime, hein. Mhm. Et c'est important de le savoir. Mais on a réussi quand Mais même pourquoi à... pas légitime alors que l'idée est innovante? Bah ouais, mais parce qu'au début, en fait, on n'avait pas de référence. On Ouais. n'avait pas de clients derrière nous. Donc, en fait, Mhm. les premiers, quand ils arrivent, bah, il n'y Mhm. a rien, en fait, derrière. Mhm. Bah, aujourd'hui, c'est facile. Bah, on a 3 centrales nucléaires. Donc, en fait, on a tellement d'installations qu'on peut dire, bah, on a déjà ce modèle, on a déjà vécu ça chez nous. Mhm. Au tout début, ouais, bah, on installe, ça va ressembler à ça, mais on n'a pas d'installation, on a les stocks, mais en soi, il n'y a rien, hein. Il n'y a pas de référence client. Mhm. Et c'est vrai que si aujourd'hui, vous allez sur un site internet ou tu vas dans un restaurant, il n'y a pas de note d'avis client, moi, j'y vais pas, hein. Donc, non, mais moi, franchement, au début, Oh, il y a une étoile. bah, quand il y a une étoile, je n'y vais pas. Quand il y a zéro, je n'y vais pas. S'il n'y a pas d'avis, je me dis, c'est pas vrai, c'est pas possible. En 2025, c'est pas possible. Donc, les premiers sont les plus durs. Et après, on se sert des premiers pour aller chercher les suivants. Mhm. Ça me fait penser, du coup là, vous avez en effet, une belle marge de progression. Tout roule un peu, ça avance. Ah, tout roule, ça avance. Vous continuez. Est-ce que vous êtes plus dans une optique aujourd'hui de continuer à travailler sur l'amélioration du produit, la conceptualisation de nouveaux produits, ou est-ce que vous voyez plus continuer à vous implanter dans différentes villes en France? Bah, il y a deux choses. Mhm. Le premier, c'est notre développement commercial. Parce qu'aujourd'hui, comme ce que j'expliquais au début, on a besoin de vendre plus pour avancer. Pour plein de raisons différentes. Déjà parce que vendre, ça nous permet d'avoir de la rentabilité. Ça nous permet aussi, ce qui est important, d'avoir des volumes en fait de production. Parce que derrière, notre deuxième objectif, c'est de travailler sur des nouveaux types de protection périodique. Donc je reviendrai un peu après. Ok. Mais pour y arriver, c'est le plus important d'avoir plein de volumes. Parce qu'en Mhm. fait, une usine de fabrication de protection périodique, elle va produire plus d'une dizaine de milliards en fait de protection périodique par an. Donc en fait, sinon on est amené à être producteur un jour, et bah c'est pas avec 50 000 protections vendues à l'année qu'on va aller très loin. Donc plus on va se développer, plus on aura de sites en fait à déjà en fait alimenter. Et en Mhm. plus, dès qu'on aura avancé sur notre produit, bah, on aura déjà 300 000 protections périodiques qu'on peut en fait faire tester par des gens. On aura 60 000 personnes qui pourront en bénéficier dans leur distributeur et tester nos produits, nous faire des retours. Donc en fait, notre développement commercial nous permet d'avoir plus de sites, plus d'implantations, plus de références, et en plus dernier point, le jour où on fabriquera nos propres protections périodiques, elles auront déjà été testées par 60 000 personnes, Mhm. et ben en fait, il y aura 60 000 personnes qui auront déjà vu notre marque, Mhm. Loubia, dans leur sanitaire, elles auront déjà essayé nos produits, elles seront déjà convaincues, et du coup, ce sera pas juste en fait un truc de plus qu'on mettra en supermarché. C'est Mhm. ah mais putain, mais ça c'est la boîte que je vois dans mes sanitaires. Ouais. Ah mais du coup j'ai déjà essayé, donc tu sais que c'est Ouais. quali en fait, et du coup Mhm. t'as moins de friction à y aller que quand tu arrives au supermarché, que tu as un milliard de trucs. Petite pensée à tous les mecs qui ont un jour acheté des protections périodiques pour leur copine, parce que je pense qu'ils sont tous perdus. Mhm. Mais déjà, si on prend juste pour les personnes menstruées qui doivent s'en acheter, quand elles voient le nombre d'éléments qu'il y a différents, bah, elles disent ah mais ça, ce logo il me parle parce que j'ai déjà vu en fait chez moi. Ouais. Ça évite le paradoxe du choix. C'est ça. Ouais. Donc comme ça, on les aide sur ça. Et du coup, le deuxième point, et ça c'est du très long terme, parce que là on est sur on planifie. Ce matin, on est en rendez-vous autour de ça, on planifie sur du 2030-2035, hein. C'est vraiment du très très long terme, mais on veut devenir producteur de protection périodique sur le sol français. Donc on aimerait, là on commence à travailler sur lancer des vrais projets de R&D assez coûteux. Vraiment on commence à 100 000 euros minimum et ça va aujourd'hui le plus gros budget qu'on aurait, installation d'une source autour des 25 millions d'euros.
Ah ouais, Donc c'est énorme. c'est énormissime en termes d'investissement et c'est pour ça Ouais. qu'on a une plage de temps aussi large et qu'on Mm. a aussi besoin de vendre, beaucoup Mm. plus qu'on vend aujourd'hui. Euh, mais juste une étude de faisabilité pour tout finaliser, ce qu'on a déjà travaillé, ce serait autour des 100 000 euros, pour développer nos propres serviettes hygiéniques. Une fois qu'on sait qu'on peut les développer nous-mêmes, bah là on se débrouillera pour fabriquer l'usine qui va avec, réduire notre impact, fabriquer le plus localement possible, employer le plus localement possible et avoir le circuit le plus vertueux et rentable économiquement. Et je tiens à préciser parce que c'est important, une entreprise ça reste une quête économique derrière pour qu'on puisse être périn et continuer d'améliorer notre impact. Et après on commence par les serviettes, on enchaîne sur les tampons avec applicateurs. Ensuite, on aura peut-être l'argent pour développer ces fameux applicateurs hydrosolubles. Mm. On pourra aussi dévier sur d'autres produits, les couches aussi, qui sont un gros problème. Et en fait, derrière, changer tous les produits du quotidien, petit à petit, pour que l'impact soit réel, avéré, sans que les gens changent leur habitude de consommation. Ouais. Et c'est une très chouette Mais initiative. ça, Ça, on a le temps de le voir venir. il y a le temps de, il y a le temps de le Ouais. voir venir, en effet, puisque c'est un projet qui se travaille, j'imagine, tu dois tout le temps zioter, ça explique les cernes de C'est ça, les conjonctives. En plus, j'ai des gros problèmes de yeux aujourd'hui, j'arrête pas de me les toucher, je vais avoir les yeux très très rouges. Sinon, c'est très très grave. Mais du coup, j'imagine que peut-être qu'après ce projet, si ce projet arrive à terme, enfin, ce que je te souhaite, peut-être que tu aimerais aussi t'implanter à l'international, ou Oh, peut-être même absolument. avant. Ce sera avant, je pense. Avant? Ce sera avant. C'est prévu? C'est prévu. Enfin, c'est prévu. C'est pensé. C'est pensé. Ok. Disons qu'on y travaille déjà. On a déjà eu des contacts. On a déjà eu des demandes de la Belgique. On a eu des demandes de la Ah Suisse. bon? Ouais. C'est à Euh, côté en plus, la c'est à Belgique, on est côté. à Lille. Et c'est ça. Donc c'est parfait en plus. Bah oui. Donc non, ça va venir. Ok. Ça va venir. Ça viendra. Je sais qu'on travaille aussi potentiellement pour le Luxembourg pour 2026. Donc on essaie de voir un peu où est-ce qu'on pourrait aller à l'international, où ça pourrait être pertinent, où ce serait le plus simple. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est toujours une question de coût d'opportunité. Et savoir que est-ce que le temps qu'on investit pour développer, imaginons, le marché belge, est-ce que si on n'avait pas alloué ce temps à continuer de se développer en France, ça aurait pas été mieux. Donc ça, on est en train de se poser les bonnes questions. Ouais. On a toujours l'impression que partir à l'étranger, ça facilite les choses. Ouais. Mais en fait, ça multiplie les problèmes. Et en plus, ça prend en compte le fait que on va dans un environnement qui est différent. Mm. C'est pas les mêmes lois, Mm. c'est pas les mêmes mœurs. Mm. Heureusement, alors on va se développer dans les produits dans les pays où ils parlent la même langue. Donc on n'a pas la barrière de la langue, mais c'est pas pareil quoi. Ouais. Donc il y a plein de challenges à prendre en compte avant d'y arriver. Mais en tout cas, on y réfléchit. Est-ce que vous cherchez des investisseurs que je signe? En vrai, si t'as 22 millions d'euros, on peut te mettre dans un investissement. On peut en discuter. Mais on parlera de la partie financement après. Je pense que tu auras des questions dessus et je reviendrai sur toutes ces parties investisseurs, sachant qu'aujourd'hui, on a zéro investisseur. En vrai, on peut y être maintenant. On peut le faire ça, maintenant. Alors. Mais comment ça, zéro investisseur? On a zéro Zéro investisseur. investisseur. Ok. En fait, le problème principal, c'est que j'ai lancé Loubien en étant étudiant. Oui. Et quand t'es étudiant, en fait, tout le monde s'en fout. Ouais. En fait, de toi, t'es personne. Déjà, t'as 18 ans, t'es au monde des protections périodiques, t'as pas de compétences. On t'a dit, tu peux pas le faire. Même pas, tu peux pas le faire, mais tu peux le faire, tu peux y arriver, mais ce sera pas avec mon argent. Ok. Et ça, là, oui, c'est. Et parce qu'ils expliquaient, il y en a beaucoup, ils veulent qu'on soit à plein temps. Et le truc qui m'a fait rire, c'est que ce matin, on en parlait, parce qu'on était justement en rendez-vous pour lever des fonds. Et en fait, il y a 2 ans, quand j'ai lancé Loubien en 2023, c'était la fin de l'Eldorado, en fait, où tu pouvais lever de l'argent très facilement. Et en vrai, on se retrouve aujourd'hui, donc j'aurais pu lever à l'époque si je m'étais mis à plein temps très facilement. Ok. Et aujourd'hui, on en chie beaucoup plus qu'on pensait, parce qu'en fait, il y a beaucoup de boîtes qui ont fait faillite. Et du coup, pour lever des fonds aujourd'hui, c'est une galère. J'ai vu la stat là ce matin. Entre 2022, 2023 et cette année, il y a 50% en moins qui ont été levés par les startups en France. Donc en fait, il y a une grosse crise sur ça. Et c'est fou parce que on est censé être dans une démarche où, au contraire, on cherche à réindustrialiser, réinsérer les entreprises en France. Donc c'est assez. Mais ça, c'est marketing en fait. Ah. Parce qu'aujourd'hui, nous, on est en startup, en projet industriel. Uh-huh. Et c'est galère en fait de. Alors pourtant, en fait, ce qui est drôle, c'est que nous, on coche la plupart des cases. On est rentable, faut savoir, c'est important de savoir. Première année, on est rentable, on fait 10 000 euros de résultat net en faisant 100 000 euros de chiffre d'affaires. 10 000 euros de résultat net, c'est le bénéfice. Concrètement, c'est rentabilité directe, c'est après impôt, tout ça. Mhm. Donc on est rentable, Oui. On a des clients assez solides, puisque les centrales nucléaires, tu te doutes bien qu'elles vont payer un jour ou l'autre. On a des contrats sur plusieurs années. Mhm. On est en train de construire une équipe. On a plein d'indicateurs qui sont ouverts, on est sur un marché qui est en demande. Donc on a tout qui est ouvert, on est de l'impact, on est jeune, on est société à mission, on a toutes les cases qui sont cochées. Et pourtant, je bosse sur la levée de fonds depuis octobre.
Et on a pris des refus, je sais pas citer les noms parce qu'on sera peut-être amené à retravailler avec eux, par certains organismes, ça décale les choses et on prend du retard et du retard et du retard, alors que les choses devraient être validées depuis le début d'année. Mais en fait, c'est tellement plus compliqué, ils ont tellement refermé les budgets que Mm. les critères sont beaucoup plus élevés, que nous, en fait, ce qu'ils nous ont beaucoup reproché, paradoxalement, c'est de pas assez être innovant. On n'est pas assez innovant. Apparemment chez Loubia, pourtant le savoir. On fait pas assez d'innovation à date. Et du coup, ça ferme beaucoup de financement. Et donc aujourd'hui, on n'a pas de business angels. Mm. On aurait pu le faire, mais en fait, on s'est dit que vu qu'on n'avait pas de dette, depuis le début de Loubia, on est autofinancé. Ok. Je ne l'ai pas précisé. J'ai commencé avec 7 000 euros, qui sont 2 000 euros de bourse étudiant créateur de l'Université catholique de Lille, 2 000 euros du prix Pépite Hauts-de-France 2023, et 3 000 euros d'une campagne de financement participatif, donc 7 000 euros que j'ai été chercher du coup au début. Et en fait, après, on s'est juste financé avec le chiffre d'affaires de nos clients, les concours qu'on a gagnés, pour avancer petit à petit. Mais on n'a jamais fait de prêt. Mm. Je sais que moi, j'ai fait un prêt auprès d'un membre de ma famille. C'est le seul prêt que j'ai fait, mais on n'a pas de prêt officiellement auprès de banque. On a zéro investisseur. On n'a pas eu de subvention de la part de l'État ni rien. Donc, on n'a rien eu depuis le début. Et Ok. là, on commence justement à avoir les possibilités. On a tous les feux qui sont verts. Ouais. Et c'est une galère sans nom. En dehors de la question d'innovation, qu'est-ce que tu penses, toi, de l'impact personnellement de ce qu'a Lubia? C'est un Ah positif pour. mais il est Enfin, positif, il est oui. génial. C'est pour ça, moi j'en suis super Ouais. fier. Et c'est pas le seul impact qu'on a, hein. Il y a plus d'1,2 tonne de déchets qui ont été économisés. C'est 1 000 heures de travail pour des personnes en réinsertion professionnelle. Ça a amélioré la vie de 60 000 personnes. Donc l'impact, il est même pas à discuter. Ah Il est ouais. factuel. Mm. Mais en fait, le problème, c'est qu'on n'est pas assez innovant. C'est dur. Et Apparemment. comment tu reçois ce genre de refus? Comment personnellement ça t'impacte et comment tu rebondis ensuite? Ce sur quoi je travaille, c'est que j'essaie de retirer mes émotions de ça, parce que bah forcément on peut avoir la frustration de se dire on n'est pas assez innovant alors Mm. qu'on se lève tous les jours et qu'on bosse. Ok, vous jugez qu'on n'est pas assez innovant, c'est quoi les critères, est-ce qu'on peut rentrer dedans ou pas? Et factuellement, bah voir ok, si on peut pas bosser avec vous, est-ce qu'il y a des gens qui financent des choses pas innovantes? Mm. Parce que du coup, vers la direction dans laquelle on allait aujourd'hui, donc on a encore d'autres problèmes parce que aujourd'hui on aimerait potentiellement lever des fonds avec des financeurs qui travaillent moins dans l'innovation, Mm. mais du coup qu'on ait systèmes de financement qui vont être proches d'artisanat, donc Mm. de commerçants. Et par contre on fait pas une boutique comme on fait une potentielle future industrie. Du Ouais. coup, dans les objectifs de croissance, dans la rentabilité, dans les investissements initiaux, c'est pas du tout pareil. Et donc il n'y a pas de modèle aujourd'hui qui est adapté dans notre situation. Mm. Et nous, on a toujours été un peu le renard à cinq pattes. Je sais pas si c'est l'expression. Le canard à cinq pattes, ou je sais plus. Mais par exemple, aujourd'hui, on a Euratechnologie. Mm. Eux, ils jugent qu'on est assez innovant, et pourtant d'autres financiers jugent qu'on n'est pas assez innovant. Mais on n'a pas de technologie, en fait, à date, entre guillemets. On n'a pas d'électricité, en fait, dans notre produit en tant que tel, qui fait que, du coup, on est justifié d'être à Euratechnologie. Mais c'est juste que c'était... La technologie aussi du produit qui est C'est ça. vendu, C'est ce qu'on a sans vendu, puis ça, on a ouais. aussi mis le côté innovation, ce sur quoi on était en train de Mm. travailler. Mais aussi le fait que... en fait, aujourd'hui, Euratechnologie, c'était le meilleur incubateur et accélérateur, Mm. juste par les compétences entrepreneuriales dont on a besoin, qui sont pas que liées en fait à des boîtes dans la technologie. Mm. Parce qu'aujourd'hui, on fait de la publicité, on a des recrutements à faire, et les mêmes problématiques se posent pour des gens qui sont dans des startups très technologiques. Donc en fait, on a les mêmes problématiques et on se fait accompagner de la même manière. Malgré le fait que notre produit en tant que tel soit différent, l'entrepreneuriat, il y a quand même des grosses similitudes entre les entreprises. Ok. En plus, ça doit aider du coup d'être entouré d'autres entreprises. En plus, on a des voisins qui sont super sympas et qui, eux, lèvent des fonds et avancent. Et du coup, ça nous permet de continuer d'être ambitieux, continuer d'avancer et de se faire challenger, d'avoir des retours. Parce que, voilà, et si des fois, Mm. je sais qu'il y en a qui peuvent avoir des problématiques RH, tout ça, et ils peuvent nous en parler, des problématiques de trésorerie, on peut les anticiper et en fait apprendre de leurs connaissances. J'imagine, mais en plus de ça, tu vas pouvoir représenter la France bientôt. Enfin, je le jette comme un cheveu sur la soupe, mais C'est vrai, ça. tu avances aussi. L'Inactus World Cup à Ouais. Bangkok en septembre prochain. Ouais. Tu nous en parles un peu? Ouais, je peux en parler. Mais ouais, donc Enactus, pour déjà préciser aux gens qui connaissent pas ce que c'est une association qui vient aider les étudiants à avoir de l'impact, Mhm. soit à travers la création d'une entreprise ou d'une association. Ok. Et donc ils viennent te challenger, te remettre en question, te former. Et en fait, en fin d'année, ils font une compétition nationale où en fait ils viennent rassembler tous les jeunes qu'ils ont accompagnés sur l'année et ils vont sélectionner à travers des pitchs, tout ça, la meilleure entreprise ou le meilleur projet pour aller représenter Enactus au monde devant plusieurs délégations internationales. Et donc nous, on a gagné en 2025. On est champion de l'entrepreneuriat étudiant impact 2025 Enactus. Et du coup, c'est la 3e année en plus qu'on participe, c'est important de le préciser. Parce qu'on du coup, on a galéré l'année dernière, on a fini 2e, je suis encore en train de la gorge. Mais cette année,
On l'a remporté et du coup, on part en septembre à Bangkok, représenter la France devant 32 délégations internationales. Donc ça va du Royaume-Uni, de la Tunisie, du Guatemala, des États-Unis, du Canada. Donc il y a des pays de vraiment toute la planète pour aller pitcher l'Oubia en anglais devant potentiellement, je sais pas qui y aura, mais c'est tellement un gros événement. Il y aura peut-être, je sais pas, des ministres de la Thaïlande, premier ministre ou pas en finale, j'en sais rien, mais des Mm. gens vraiment importants. Et surtout, j'ai l'impression, parce que moi je suis un ancien sportif, j'ai fait du sport de haut niveau avant, j'étais en sport-études, et je me Ok. dis que là, on va défiler avec un drapeau. Genre au début, il y a une cérémonie de drapeau avec tous les pays qui développent, et je me dis, je vais pas défiler avec un drapeau. Donc en fait, j'ai un peu comblé le petit garçon en moi qui a toujours voulu aussi représenter son pays et être Mm. fier d'un point de vue sportif, avec ma propre compétition. Tu faisais quoi en sport-études? J'ai été gardien de foot au Stade de Reims Ok, pendant 4 ans, et le sport a toujours fait partie de ma vie. Donc aujourd'hui, j'ai des amis à moi qui jouent en équipe de France. ok. Moi, je la regarde à la télé, c'est important de le savoir. Moi, je gagne pas les titres, mais eux, ils le font. Euh, Peut-être le titre Enactus World Cup. exactement. Si j'ai Voilà. la Coupe du Monde de Nactus, j'aurais gagné ma propre compétition et je peux pas être plus fier que ça, quoi. Et qu'est-ce que tu aurais fait, du coup, en parlant de ça, parce que ça me fait penser. Est-ce que tu aurais été, par exemple, footballeur si tu n'avais pas continué, enfin, si tu n'avais pas continué le projet qui a commencé avec Vulva? Il y a une personne très sage qui m'a dit que la vie est faite de chemins et que si un chemin s'est fermé, c'est juste que t'étais pas fait pour ça. Mm. Et elle me l'a dit assez récemment et je trouve ça assez juste parce que au final, j'aurais pas créé Loubia si j'avais. Faut savoir que j'ai échoué dans le monde professionnel du football. C'est pas j'ai arrêté le monde du football pour être à Ok. Loubia. J'ai été remercié du monde du football, c'est important de le préciser. Mais tout ce que j'ai appris justement de cet échec, d'avoir été remercié parce que c'était pour des raisons mentales. On m'a dit Théo, t'as pas le mental pour devenir professionnel même si t'as la technique pour. Ok. On m'a dit ça à 15 ans, du coup. Et ça prend une claque de maturité. Parce que du coup, ok, si les gens ils croient pas en moi, est-ce que moi je dois croire en moi? Donc, on se remet en question, on travaille dessus. Mm. Et j'ai développé des compétences qui me servent encore aujourd'hui. Le fait que par exemple en sport-études, j'avais entraînement tous les soirs et le week-end je partais des fois à Colmar depuis Reims, donc on avait 10 heures de trajet, horrible. Et donc je perdais mes week-ends. Mais par contre, j'ai quand même eu mon brevet mention très bien, j'ai eu mon bac mention très bien, donc quand même réussir à allier les deux, ce qui Mm. m'a servi en fait aujourd'hui aussi avec l'Oubia, parce que faut savoir que moi cette année j'avais des arrangements avec ma faculté, où en fait j'avais l'autorisation de ne plus aller en cours et de être présent qu'aux DS et aux examens. Ok. Mais par contre, je devais quand même valider mes DS et mes Mm. examens. Et je m'en sors cette année à finir à 14 de moyenne. Donc validé avec la Quand mention bien, même. ce qui est un Quand même. braquage. Un braquage, c'est un braquage. Bah oui, quand même. C'est un Entreprise à braquage. côté. C'est un braquage. Non mais vraiment, c'est un braquage. J'ai eu, je sais pas ce qui s'est passé, mais beaucoup de choses qui, j'ai beaucoup de réussite dans ma vie, j'ai beaucoup de chance aussi. Mm. Mais en tout cas là, j'avais bien travaillé pour. On a aussi fait moins de chiffre d'affaires sur le BS sur ces périodes-là, que j'assimile aussi au fait que j'étais retourné en cours sur vraiment la fin d'année pour être sûr de bien valider. Mm. Parce que vu que je passe à plein temps, si j'avais pas validé, j'aurais pas eu de diplôme. Là, bon, j'ai au moins un diplôme de 3 ans. Du coup, tu passes à plein temps, tu arrêtes les Du coup, je cours. passe à plein temps. Plus trop. J'arrête les cours, c'est Ok. terminé. Mais À part. félicitations. Merci beaucoup pour cela. Mais du coup, oui, l'école, normalement, j'espère, croisez les doigts, c'est fini pour moi. Je vais peut-être même passer de l'autre côté de l'autre côté de la table parce que je serai potentiellement prof et intervenant à l'Université catholique de Lille l'année prochaine. Parce qu'aujourd'hui, j'ai Ah, été d'accord. parrain de la promotion étudiant créateur. Donc j'ai Super. remis les bourses à des étudiants de mon âge. Ah, ça, c'est hilarant. Bah oui, cash, c'est cool. C'est, C'est la classe. mais c'est la classe de fou. Mais oui, c'est la classe. Mais je suis trop content, moi. Surtout que du coup, c'est la bourse que j'avais eue il y a 2 ans en plus, à la création. Et qui du coup Hmm. nous ont vraiment servi. Et du coup, Ouais. là, j'ai pu donner l'échec. Et donc j'étais trop heureux. Et donc, j'ai Et tu trop sais ce envie de que ça m'investir. représente pour toi C'est ça. aussi. C'est. Et donc, j'essaie aussi de redonner parce que j'aime beaucoup transmettre. Et je sais à quel point ça peut faire la différence de juste apporter la connaissance en fait à d'autres. Et donc, je sais que à titre professionnel, un jour, je serai peut-être prof. Quand j'aurai peut-être la situation financière pour plus avoir besoin de m'en soucier, mais au moins je serai intervenant, je ferai des conférences si on m'en propose, le podcast aussi aujourd'hui en fait d'une certaine manière, parce que j'apprécie aussi transmettre Ouais. et essayer d'aider mon prochain à ma manière dès aujourd'hui. Super. Et voilà, on va continuer sur les questions un peu qui te touchent à toi personnellement. En tant qu'être humain, qu'est-ce que ça t'apporte d'être entrepreneur aujourd'hui, d'entreprendre? Vu la qualité de mes cheveux, des cheveux blancs, non mais en fait tellement de choses. En fait c'est limite très compliqué de quantifier tout ce que ça m'apporte Mm. parce que, et après c'est peut-être une faute de ma part aussi, il y a une grande partie de mon identité qui est devenue entrepreneur. Dans le sens où en fait aujourd'hui, et là c'est un gros sujet que je mets sur la table, c'est une question qui est très très personnelle, donc là on rentre un peu dans mon mental, mais en fait si l'Oublia fait faillite,
qui je suis. Mm. Et donc ça, c'est une grosse question que je me pose aujourd'hui et que du coup, je commence à trouver des solutions parce qu'avant, je faisais du sport, je faisais d'autres trucs. Ouais. Sauf que pendant 3 ans, là, j'ai bossé à fond sur Loubia. Mm. Je voyais beaucoup moins les gens dans mon entourage, je faisais beaucoup de sacrifices, j'ai arrêté le sport pendant plusieurs années. Bon, j'ai aussi des problèmes de santé, mais j'ai aussi arrêté le sport. Et en fait, je me dis, putain, mais si Loubia fait faillite, qui je suis en fait en dehors de ça? Et bien sûr, on est tout le temps une personne, on a des gens qui nous entourent, on n'est pas que ça. Mais j'ai une grosse partie de mon identité qui est associée à ça. Et aujourd'hui, j'essaie justement de m'en détacher pour que ça m'affecte moi aussi d'un point de vue émotionnel, ce que je disais tout à l'heure. Et pour aussi en fait continuer à grandir d'un point de vue personnel ailleurs qu'au Loubia. En fait, juste être un meilleur humain. Mm. Et je me mets en question sur pas mal de choses. Je sais que là, par exemple, la personne que je mentionnais tout à l'heure et qui m'a beaucoup aidé sur la partie remise en question sur juste le chemin, Mm. m'aide aussi, du coup, là, m'a aidé à travailler et m'a remis en question sur aussi ma manière d'interagir avec les autres, dans la manière dont je me positionne avec les autres, et dans la manière dont je communique avec eux pour mieux avancer. Donc, il y a pas mal de gens qui me C'est-à-dire, font évoluer. en termes de communication. Bah, en fait, c'est assez simple. Des fois, je me retrouve à être piquant, en général, avec les gens dont je suis le plus proche. C'est-à-dire qu'en fait, ils font des choses qui sont super bien. Je suis en mode, c'est génial, mais t'aurais pu améliorer un peu ça, ou t'aurais Mm. pu faire des choses un peu différentes. Et en fait, elle m'a tout simplement dit, mais en fait, il y a certaines personnes, une fois que le travail est fait et qu'ils peuvent plus le changer, bah, c'est pas forcément le moment de le faire. Ou en fait, s'ils peuvent pas évoluer sur ça, Mm. bah, travaille à bien mettre des pincettes pour pas que ce soit vu comme une humiliation ou Mm. pas que ce soit vu comme méchant. Ouais. Parce que quand j'aimais justement des retours sur ces personnes, j'ai pas une volonté justement Mm. de faire du mal ou quoi, mais dans ma manière de l'évoquer, des fois je peux faire ces petites erreurs. Et donc ça, je sais que ça fait partie des éléments sur lesquels je travaille et c'est vraiment ultra récent. C'est vraiment des choses sur lesquelles je travaille depuis cette semaine. Et puis, Mais vraiment, cette vraiment, semaine. c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et du coup, j'en profite. Du coup, c'est Lucie qui me fait beaucoup avancer sur ça. Parce que justement, c'est un besoin. Et du coup, je me dis comment est-ce que je peux aussi être un humain qui est meilleur sur ça. Mm. Donc, je travaille beaucoup sur ça. Il y a des personnes qui font aussi des retours que je remercie pour aussi derrière bien manager des personnes. Parce que du coup, si je travaille ma communication avec des gens avec qui je suis proche, ça me permet aussi de prendre du recul avec les gens que je vais manager. Je pense à Lérine, du coup, avec qui on travaille en communication. Comment est-ce que je peux l'aider à développer son potentiel tout en essayant d'être pertinent dans les retours, tout en aussi en prenant compte que des fois je dois faire des retours qui vont être plus durs entre guillemets, enfin c'est tout ça, et du coup c'est tout ce que je dois apprendre et sur lequel je me développe en plus pour en fait être un meilleur humain et intrinsèquement en fait un meilleur entrepreneur. Mais du coup ça peut être dans les deux sens. On peut être un meilleur entrepreneur et s'en servir pour être un meilleur humain, mais je me dis que si aussi je me développe en tant qu'humain, je peux aussi être un meilleur entrepreneur derrière. Mm. Donc là, tu essayes d'en revenir à une espèce d'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et développement personnel, développement Bah professionnel. ça c'est bien, ça c'est bien si on est sur LinkedIn. L'équilibre il n'existe jamais vraiment. Ça c'est Alex Hormozy, un entrepreneur qui disait qu'en fait ta vie sera toujours un chaos. Tu choisiras juste sur lequel pied tu danseras dans le chaos. Dans le sens où, il y a un moment où tu devras t'impliquer à fond sur Mm. ton entreprise, que tu as full problème opérationnel, tu dois t'impliquer Mm. à fond. Et des moments où tu devras être full avec ta famille et beaucoup moins sur ton entreprise. Mm. Mais juste, en fait, trouver un équilibre, c'est compliqué parce que quand tu trouves un équilibre, tu es au milieu, tu satisfais jamais personne, en fait. Mm. C'est comme remplir un besoin ou vendre un produit où tu vends pour tout le monde. Tu vends pour personne, en fait, entre guillemets. Mm. Et donc, je sais pas si mon logique, c'est de trouver de l'équilibre. À partir du moment où je trouve de la quiétude dans mon chaos, ça me va. Mm. Mais juste de faire des choses différentes et de pas driver juste mes émotions et mes éléments de la journée que l'oublia. Et là, par exemple, je sais que je suis en train de reprendre le sport, donc la course, le tennis que j'ai fait beaucoup, le football, j'aimerais bien reprendre, Ouais. j'aimerais bien faire de la boxe, du karting, j'aime bien faire plein de choses, Mm. mais justement avoir d'autres moteurs en fait Ouais. dans ma personnalité qui font que je ne suis pas qu'un entrepreneur. Ouais. Que je suis fier d'être, mais je suis un être humain, j'ai aussi Mm. d'autres opinions, je peux aimer, je suis homme d'amour, je peux être de plein d'autres choses qui me constituent de manière entière, quoi. Mm. C'est des sujets très très personnels, là on rentre deep dans la mentalité d'entrepreneur, mais dans ma mentalité personnelle surtout, Mm. mais c'est hyper important et c'est vraiment sur lequel il faut travailler au quotidien, quoi. Mais ça je pense que c'est aussi humainement en général, je pense que toutes les personnes peuvent s'améliorer en fait dans leur Mm. manière d'être, de communiquer, d'interagir. Mais en tout cas, je ne m'attends pas à ce que les autres le fassent. Du coup, je me dis que le seul juge que je veux, c'est être moi-même. Et donc, c'est m'améliorer en fait moi-même. Et que derrière, ça puisse potentiellement rayonner sur les autres si ça les inspire justement à améliorer leurs choses. Mais je l'imposerai jamais, je m'impose que les choses à moi-même sur ça. Mm. Après, c'est aussi, tu disais tout à l'heure que du coup, tu essayais de, par exemple, améliorer ta communication avec les personnes avec qui tu travailles. En soi, c'est toujours ça, un peu ce truc de, j'agis envers les autres comme j'agis envers moi-même. Est-ce que c'est pas aussi une réflexion le reflet, pardon, de comment toi tu travailles avec toi-même, comment tu discutes avec toi-même, comment tu communiques avec toi-même, parce qu'au final, c'est
Non, parce que je suis méchant avec moi-même. Je suis très très méchant avec moi-même et je suis très très exigeant avec moi-même Mm. et je m'en veux très fort. Et je n'en veux aux autres jamais autant que je m'en veux à moi-même parce que Mm. dès qu'il y a un problème, je m'attribue la problématique. C'est-à-dire que s'il y a un élément qui va se passer mal, Mm. imaginons que je sais pas, il y a une erreur qui va être faite par quelqu'un de l'équipe, il y a un manquement, mon premier réflexe c'est pas de me dire ah c'est de sa faute. Mm. C'est ok, qu'est-ce que moi j'aurais pu faire de mieux pour qu'il ne soit pas amené à faire cette erreur. Mm. Donc en fait c'est totalement différent dans la manière et ça me permet de responsabiliser et aussi de toujours me remettre en question pour m'améliorer. Mm. Mais forcément, après, je me dis que ça peut décoller sur les autres. C'est vrai que si j'ai une manière de travailler, de communiquer qui peut être possible plus positive, on parle aussi de beaucoup de leadership positif, et ben ça peut aussi découler positivement sur les autres. Et donc Mm. en fait, après, ça peut ruisseler sur les autres. Mm. Mais en tout cas, je serais jamais. Je pense que si les gens étaient dans ma tête, ils pèteraient un câble parce que je suis très très dur envers moi-même. Et je suis très cru envers moi-même, je suis très très exigeant. Mm. Et je suis même méchant en fait avec moi. Je suis à la fois mon pire ennemi et aussi des fois mon meilleur ami parce que j'arrive à m'aider et à avancer. Mais non, je suis plus méchant avec moi-même que je le suis avec les autres. Et Encore heureux. encore heureux, parce que sinon, Ouais. Et c'est ce qui t'aide finalement à garder les pieds sur terre aussi, j'imagine, et à faire en sorte que pour reprendre un peu le nom de podcast, pour que ça fasse un peu parallèle, c'est quelque chose qui te rend à la fois invulnérable et aussi vulnérable face à toi-même parce que tu reconnais ce que tu fais de bien et de mal, mais en même temps, du coup, tu te sers de ça et tu fais un peu une barrière, tu mets un peu une barrière entre toi et ce que tu peux ressentir par rapport à ça pour avancer, si je comprends bien. ouais, c'est ça. Et puis j'essaie de sortir aussi du côté bien et mal, d'être moins manichéen, de me dire ok, qu'est-ce que j'aurais pu améliorer. Mm. Parce que je pense que tout est à un degré d'amélioration plus ou moins élevé en fait. Mm. Mais de moins me dire ok, ça c'est bien ou c'est mal, parce qu'en fait en soi, le bien et mal dépend juste d'une norme auquel les gens adhèrent en société. Et je sais que bah c'est pas à moi de la définir, donc je laisse les autres le faire. Par contre, qu'est-ce que je peux améliorer pour que on ait plus de bonheur collectif. Ça c'est ce sur quoi je planche. Euh, Et après de voir au fil de l'eau en fait comment ça évolue. Et du coup, on arrive bientôt à la fin de Mhm. cette magnifique interview. Je me demandais, Mais alors, dis-moi, c'est quoi ta routine et ta journée type? Est-ce que tu veux ma routine réelle ou ma routine parfaite? Ta routine réelle? Ma routine réelle. En vrai, aujourd'hui, la plupart du temps, j'essaie de commencer mes journées autour de 6 heures du mat. En gros, je me réveille et j'essaie de tout de suite faire un peu de yoga d'étirement. Parce qu'en fait, il faut savoir que j'ai pas mal de problèmes de dos. J'ai déjà fait des lumbagos et j'ai déjà eu des légères maladies au dos. J'aurais pu avoir largement pire, heureusement. Et en fait, j'essaie de faire ça pour réveiller mon corps, me faire un peu de bien. Ensuite, ce que je vais faire, je continue dans le cliché, mais j'aime bien faire quelques pompes. Parce que vu que j'étais sportif avant, ma sœur a remis en question le fait que j'étais sportif aujourd'hui et elle avait assez raison, même si ça m'a blessé sur le moment. Parce que du coup je faisais moins de sport et donc je fais des pompes un peu chaque matin pour me dire ok, au moins t'as fait un peu de sport dans ta journée, c'est cool. Ensuite après je vais me doucher. Donc là je suis pas forcément dans le cliché de l'entrepreneur qui va prendre des douches froides, j'en prenais avant. Et il y a des bienfaits concrètement qui sont souvent mentaux, le fait de se mettre dans le dur. Mais aujourd'hui je me dis que le principal c'est de prendre une douche. Et que le reste ça passe après. Et ensuite, je viens prendre mon petit déj et après je me retrouve autour en général des 7 heures. Et là, je commence ma journée. Soit je vais checker des mails, checker des actus, vérifier des trucs, essayer d'organiser un peu ma journée pour me dire, à la fin de la journée, quels sont les éléments les plus importants que je dois avoir fait pour me dire que je peux être fier de ma journée. Qu'est-ce que tu fais typiquement dans ta journée? Quelles sont les activités qui sont reliées à ton rôle dans ton entreprise? La première, ça va être la gestion des équipes. Okay. Donc je sais que dans la journée, je vais devoir gérer les missions pour ma stagiaire en direct. Ensuite, selon les semaines, ça va dépendre des journées, mais je vais avoir l'opérationnel. Donc là, c'est vérifier les livraisons, les factures, les expéditions, tout, de sorte à ce que, ok, tout le monde est soit en train d'être livré, soit en cours de préparation, soit en cours de fabrication. Tout le monde est bien en train de nous payer en temps et en heure. Ça, en général, ça me prend en général 1-2 journées par semaine, en temps cumulé. Et ensuite, ça va être de potentiellement plancher sur des éléments plus long terme. Par exemple, là, j'ai pas mal retravaillé notre ERP pour essayer de faciliter en fait mon travail au quotidien et d'aller plus vite et de gagner du temps, d'éviter les tâches un peu répétitives de ce côté-là. Et ça va être la majorité en fait de mes tâches quotidiennes. Donc ça va être soit du très long terme, soit du très court terme pour vérifier que tout est bien livré. Et après la gestion des équipes pour vérifier que la boîte fonctionne bien aussi au global. Ça fait déjà beaucoup. Ça fait déjà beaucoup. Ça fait déjà beaucoup.
Mais du coup, maintenant que tu as fini ta licence et que tu es entrepreneur à plein temps, Mhm. est-ce que tu recommanderais à d'autres étudiants d'être entrepreneur? Est-ce que c'est quelque chose étudiant-entrepreneur, pour être précis? Je pense que ça dépend des personnes. Ça dépendrait de mes interlocuteurs. Parce que l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde et c'est pas grave. Je pense qu'il faut pas stigmatiser les personnes qui veulent pas être entrepreneurs. Mm. Et ça, je le reproche un peu à toute la sphère infoprenariat aujourd'hui qui dit si tu veux pas devenir riche, tu fais partie de la rat race, t'es une sourasse. C'est pas vrai. Mm. Il y a juste des gens qui sont pas faits pour faire ça parce que bah déjà c'est du risque. Il y a des gens qui ont pas forcément de risque, qui préfèrent la sécurité et c'est pas grave. Il y a pas de jugement à avoir sur ça. Aussi le fait que bah c'est stressant, c'est pas fait pour tout le monde. T'as des responsabilités, c'est pas fait pour tout le monde. T'as pas forcément tu pars pas tout le temps en vacances. Tu peux y penser en permanence. Tu peux être appelé à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Si imaginons que tu grossis, c'est qu'on devient industriel, on a un problème à l'usine, c'est moi qui suis responsable. Mon image elle est en jeu aussi. Mon image publique, mon image auprès de ma famille, des personnes extérieures. Donc en fait, il y a des gens, c'est juste pas fait pour eux, et c'est pas grave, juste manager des gens. Il y a des gens, ils font du super travail, mais ils sont pas faits pour manager ça. Donc je recommanderais aux gens qui ont envie de bouger les choses, qui ont envie d'entreprendre, qui ont envie de changer le monde, de le changer et de se donner les moyens d'y arriver, et de se donner à fond pour y arriver. Mais je ne reprocherai jamais et je ne stigmatiserai jamais une personne qui veut pas entreprendre parce qu'il y a des gens pour qui c'est pas fait pour, et c'est normal. Mais du coup, tu parlais plutôt du fait que c'est aussi une activité stressante. Comment toi, tu gères personnellement ton stress? Je pense que j'ai une capacité assez forte à relativiser les choses, qui est beaucoup reliée à ma confiance en moi, dans le sens où je sais que je suis capable de rebondir de n'importe quelle situation. C'est-à-dire qu'en fait, mon stress, je me dis, bon, bah, c'est important pour le bien, imaginons que je dois pitcher pour un concours, tout ça, mais si je perds le concours, je trouverai d'autres solutions. Et si on est vraiment dans les scénarios les plus pessimistes, si l'Oubia fait faillite, je trouverai des solutions. Et en fait, à partir du moment où je sais que bah je vais manger, je vais dormir, je vais survivre, et bah mon stress vital il est plus faible. Et j'ai cette chance par rapport à d'autres gens à travers la planète qui ont des stress beaucoup plus chroniques. Et des stress juste en fait de savoir qu'est-ce que je vais manger à la fin de la journée, qu'est-ce que je vais mettre dans mon assiette à la fin de la semaine. Donc à partir du moment où ces besoins-là sont comblés, le reste c'est du stress additionnel que moi j'aime bien appeler des problèmes de riches. Dans le sens où, bah, par exemple, quand j'étais au début de Loubia, j'avais pas mal de problèmes de pauvres. C'est-à-dire que bah j'avais pas de financement, pas de clients, rien. Et aujourd'hui, bah, j'ai des clients, mais il y a un problème dans la livraison. T'es nécessairement moins stressé ou c'est un stress différent? Bah disons que c'est un stress que j'arrive plus facilement à retirer de mes épaules, mais que je sens quand même. Je sens que j'ai une pression quand même sur les épaules, parce que j'ai des responsabilités. Mais ça me donne pas encore trop de cheveux blancs. Ça fait partie des métiers, mais je pense que j'ai la chance d'avoir pu bien travailler sur ça. Donc je stresse assez fréquemment, mais j'arrive à pas être non plus anxieux et à dormir la nuit des fois quand il faut dormir. Des fois je fais aussi d'insomnie, je dors pas très bien. Mais fondamentalement je suis assez... Enfin je me sens pas différent des autres. Et aussi parce que bah, je pense que je suis capable de contenir un peu plus de stress que d'autres gens, d'où le fait que je suis entrepreneur et que je le recommande pas forcément à tout le monde. Et quel conseil tu donnerais justement à quelqu'un qui souhaite entreprendre, créer sa propre entreprise, son propre projet? De commencer vite, de vite se lancer et de pas se poser de questions, de pas faire ce que j'aime bien appeler de la branlette intellectuelle. C'est-à-dire que moi, si j'ai quelqu'un qui me dit « Ouah Théo, j'ai une idée, comment je fais pour me lancer ?» Eh ben c'est assez simple, je te dis tu vas dans la rue, tu vends ton idée, tant que t'as pas une personne qui te donne 5 euros ou qui est capable de l'acheter, tu ne produis rien. Et en fait, à partir du moment où t'as quelqu'un qui juste te donne 1 euro, 5 euros juste pour avoir vendu, bah tu diras qu'il y a peut-être un besoin pour que tu prennes le temps derrière de faire le produit et de travailler. Mais tant que les gens ne te donnent pas leur confiance avec de l'argent, parce qu'ils peuvent te répondre à des questionnaires d'études de marché et te dire est-ce que tu aimes les serviettes hygiéniques bio? Ah bah ça oui. Ah franchement super. Ah super, j'accepte tout. Est-ce que tu serais prêt à payer un peu plus cher pour ça? Non. Bah du coup peut-être que ton produit il est pas viable. Ou pas dans les fonctions dans lesquelles tu pouvais les trouver au début. Donc première étape, vendre. Une fois que tu as vendu, tu te débrouilleras pour fournir tes clients. Mais vends le plus vite possible, vends le plus possible si tu peux. Parce que tu n'auras jamais trop d'argent, surtout dans une entreprise, tu as beaucoup de coûts auxquels on pense pas forcément. Donc vends le plus vite, fais le plus vite des erreurs, que les erreurs sont les seuls éléments qui vont t'apprendre et ça fait partie du chemin du succès. Donc il faut que tu échoues le plus vite pour apprendre le plus vite. Et je pense que la maturité que j'ai à mon âge est grandement due au fait que j'ai échoué très jeune à travers le football de haut niveau. J'avais échoué avant dans le tennis de haut niveau aussi.
Donc j'ai fait beaucoup de choses assez jeunes qui m'ont beaucoup amené justement à échouer rapidement et à voir l'échec en fait comme une forme d'apprentissage très très tôt. Et donc aujourd'hui, je m'en veux moins quand j'échoue et j'essaie d'apprendre très rapidement ce que je peux en retirer en fait. Même si ça me fait du mal et c'est chiant, mais j'essaie toujours de le plus rapidement possible parce qu'on n'est pas dans le cliché LinkedIn de se dire du jour j'échoue mais tout de suite j'ai le giga smile. Je prends quand même le temps d'avoir le seum et de pleurer des fois quand il faut, d'être dégoûté quand il faut, mais de me dire ok bon, on peut plus changer le passé, maintenant on va essayer d'avancer avec ça. Quelle carte il me reste en moi pour continuer à avancer, comment je rebondis, comment j'apprends, comment je m'améliore. Et l'élément le plus simple que j'ai, c'est que l'année dernière, on a fini 2e chez Nactos, à la compétition nationale, et cette année, on a gagné. Et si j'avais pas tiré les apprentissages de notre défaite de l'année dernière, on n'aurait pas gagné cette année. Et donc, je pense que c'est la meilleur exemple d'apprendre pour pas reproduire les mêmes erreurs et ce que ça permet d'atteindre aussi, quoi. Comme quoi, il suffit parfois de foncer. En tout cas, merci Théo Cac d'avoir accepté mon invitation. C'était un réel plaisir de discuter avec toi et d'en apprendre plus sur Luvia, ton entreprise, et sur ses missions et aussi sur toi tout personnellement. On a très hâte de pouvoir avoir de tes nouvelles en septembre prochain concernant les Lactus Cup. Ouais. Je vois plein de belles ondes. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Je vous laisserai les liens vers le site de Luvia en description de l'épisode. Et pareil pour les réseaux sociaux de Théo. On se donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode d'Invulnérable. Merci beaucoup. Au revoir à tous et merci pour avoir écouté.